Bonjour à tous les deux, bonjour Mister MV, bonjour Jarmou. Salutations. Salut. Bienvenue à tous les deux, on est hyper contents de vous recevoir ici. C'est très chouette d'avoir des streamers, des streameuses sur Twitch, c'est quand même un peu paradoxal, mais c'est très très cool. On va parler ensemble de streaming caritatif, on va parler de la politique au sens large sur Twitch, on va parler du rôle des influenceurs, on va parler de plein de choses, on va même parler d'Elon Musk, Mister MV, juste pour te faire plaisir. Voilà, mais peut-être avant... Un petit plantage de décor pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas. Oui, parce que bon, évidemment, vous êtes connu du public Twitch, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a promis que le public, comme Mejda représente ici sur le plateau, mais voilà, qui ne connaîtrait pas toutes ces histoires de gaming et de streaming, on va essayer de faire quelque chose qui est clair et que tout le monde comprend. Vous avez plusieurs points communs en fait en réalité. Déjà, vous êtes streameuse et streamer, c'est-à-dire, pour le faire le plus simplement pour les néophytes, vous faites ce qu'on fait ici, c'est-à-dire que vous animez vos propres émissions sur Twitch en général, en direct, devant des spectateurs qui peuvent aller des centaines de milliers de spectateurs. D'ailleurs, toi, MV, tu es même un peu un daron en France de ça. D'aucuns diraient vieux monsieur. Oui, tu as vraiment connu les débuts du streaming en France. Alors que toi, Jarmou, tu me disais que tu as commencé en 2020, donc tu es arrivé beaucoup plus récemment. C'est très récent. Là-dessus, donc vous avez des perspectives un petit peu intéressantes là-dessus, d'autant que ça a changé depuis le temps de... C'était quoi la première plateforme eLive, ça a beaucoup changé, c'est devenu vraiment un phénomène de société, ça fait vraiment partie de la vie de beaucoup de gens, ce type de médias maintenant, donc on va parler un petit peu de ça. Vous avez un autre point commun, c'est les jeux vidéo, mais spécifiquement le speedrun. On va en reparler aussi, ce qui est une forme de pratique de jeux vidéo qui consiste globalement à essayer de finir les... Beaucoup de mots à démystifier. Ouais, beaucoup de mots à démystifier. Ça fait peur comme ça, mais vous inquiétez pas, ça consiste à finir les jeux le plus rapidement possible, mais c'est une discipline qui a beaucoup de choses à nous apprendre sur la pratique du jeu vidéo. Et vous êtes impliqués tous les deux, en tant qu'organisateurs, organisatrices, mais aussi participants à différents événements, notamment des événements caritatifs, toujours en live sur Twitch, qui est quelque chose qui s'est énormément développé depuis quelques années. En fait, en réalité, il y en a énormément. C'est des événements qui font beaucoup parler dans les médias, pas toujours d'une très bonne façon, parce que les médias découvrent un petit peu ça, on va en reparler aussi. Et notamment, on vous fait venir parce qu'il y a Speedon, du coup, en faveur de Médecins du Monde, qui va se dérouler très prochainement. Et on avait fait une vidéo pour l'UMA, après le Speedon de l'année dernière, pour parler de toutes ces questions de caritatif. Donc là, on va pouvoir en parler avec vous. Donc voilà. Ouais, je replante un peu le décor de Speedon pour les gens. Donc ça a commencé en 2021, la première édition 614 000 €, deuxième édition 800 000 €, troisième édition 1 200 000 et la dernière édition 2024 2 millions d'euros. Donc ça représente quand même beaucoup d'argent. Il y a des petites images derrière moi qui défilent pour que les gens sachent un peu de quoi on parle. Ça se passe au centre des congrès à Lyon. Ouais. J'ai regardé hier, je crois qu'il y avait encore quelques places, jeudi, vendredi et dimanche. Je crois que les passes 4 jours, il n'y en a plus. Le samedi, je crois qu'il n'y en a plus, mais bon, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à aller sur le site, aller acheter des places, comme on dit. Oui. Et puis voilà, peut-être première question un peu introductive, Mister MV, pourquoi organiser Speedon ? Pourquoi organiser Speedon? En gros, ça s'est fait, c'est Médecins du Monde qui étaient venus me voir via une agence type com. En gros, depuis le succès de certains événements, notamment le The Event, évidemment, qui fait fantasmer pas mal d'ONG et d'assos, vu que c'est quand même des sommes dégagées énormes. Et il y a beaucoup de monde, on va dire, dans la file d'attente. Il y a pas mal d'assos et d'ONG qui sont intéressés justement par ces collectes de dons en one-shot, entre guillemets, parce qu'ils étaient plus habitués aux donateurs mensuels. Et donc, ils cherchaient à faire quelque chose et on m'avait contacté. Bon, alors évidemment, dans un premier temps, avec des idées du style reproduire des events ou faire un peu des émissions dans l'esprit de gala de charité, etc. Et moi, vu que j'ai l'ADN du speedrun et que dès 2011, j'étais déjà très impliqué dedans et notamment j'avais organisé comment dire, à la Schlagos, comme on dirait, l'effort de retransmettre en français avec l'aide de plein de personnes les événements américains, Games Done Quick, dont Speedon est largement inspiré, donc des marathons de speedrun sur une semaine pour des ONG aussi. Du coup, je leur ai proposé d'aller plutôt là-dessus, c'est-à-dire quelque chose où on montrerait plus du contenu plutôt que de montrer des grosses stars qui hurlent devant des PC. Là, je voulais que ce soit quand même un événement cool à suivre. Et bon, c'est venu assez naturellement comme idée, vu que c'est une scène que je suis depuis très longtemps. Et je trouvais qu'on en avait pas mal en France. Et l'idée de justement pouvoir faire une production où on aurait vraiment
gros événements qui pourraient avoir presque autant de reach, de retentissement entre guillemets médiatique, pas qu'un The Event, mais un petit peu à cette échelle-là, c'était hyper excitant. Je parle beaucoup du The Event, peut-être je vais replacer aussi pour les gens, c'est le plus gros, je pense, événement caritatif sur Twitch, organisé par Zerator, avec, je crois, la dernière levée de fonds, 10 millions. Ouais, 11 millions, 11 les millions. deux derniers, ouais. Voilà. Il y a des articles sur l'UMA si vous voulez en savoir plus. Le dernier gros événement caritatif, c'est Streamer for Humanity. Donc 17, 18, 19 janvier, c'était organisé par Amine, et donc il y avait Billy, Squeezie, Kameto, Aveman, il y avait plein de gens. Ils et elles ont récolté 3,5 millions pour Médecins sans frontières. Pareil, il y a des petites images derrière moi sur le contenu que vous pouviez trouver, que vous pouviez y voir. J'en profite pour refaire un big up pour l'initiative et pour l'orga. J'en profite aussi, il y a quelques médias qui, pour parler de l'événement, n'ont pas mentionné Amine. Ça a un peu fait le tour des réseaux. Je pense notamment à Parisien, à BFM et à l'Humanité. On a fait la même erreur. Voilà, donc je voulais aussi en profiter pour représenter une nouvelle fois nos excuses. Et ça m'amène aussi à une question, peut-être pour toi, Jarmo. Est-ce que pour toi, ça traduit aussi une méconnaissance du milieu ? Ce genre d'erreurs qui en fait sont assez grosses quand même, de ne pas mentionner l'organisateur d'un événement. Est-ce que pour toi, les grands médias, les médias traditionnels n'y comprennent rien à l'univers du streaming ? Effectivement, en fait, ils arrivent souvent après la bagarre, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils entendent parler des sommes qui ont été élevées, ils se disent « Ah oui, tiens, c'est dingue », et donc d'un coup ils débarquent « Ah, est-ce qu'on peut vous interviewer ?» Ça aurait été bien de répondre aux sollicitations avant et de mettre l'événement. Après, je te rassure, il y a aussi même sur Twitch, des fois, les événements sont parfois mal présentés. C'est arrivé que des événements féministes soient plus ou moins couverts, sans mentionner les organisatrices non plus. Et ça fait un peu mal au cœur, mais c'est en train de s'améliorer. Ouais. On reparlera un peu de Etacos, notamment, auquel tu as participé, de Furax, etc. On voit derrière moi aussi des visuels. Je crois que tu voulais parler de ces visuels. Ouais. Je fais une petite aparté. Apparemment, il y a des petits problèmes de son. C'est en train d'être réglé. Vous inquiétez pas, son de gauche, vous savez. Pas, ouais, je voulais en profiter des visuels. Donc ça, c'est les visuels de Stream for Humanity pour faire remarquer un petit quelque chose, parce qu'il y a souvent des critiques qui sont faites aux événements caritatifs, à ceux-là, mais en fait, c'est des critiques qui sont faites aux caritatifs en général, notamment sur l'aspect politique ou non de ces événements-là. Et ces visuels, quand même, je voulais qu'on les montre un petit peu, parce que ça a été effectivement beaucoup relevé pour Stream for Humanity, parce qu'il y a même une esthétique presque dans le Stream for Humanity qui est assez revendicatif et presque militante. Et puis voilà, il y avait pas que la Palestine, mais il y avait notamment la question de la Palestine qui a été très mise en avant, etc. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu avec vous sur ces critiques et dire ce que vous en pensez. Et il y a un petit magnéto d'un extrait qui date un petit peu, qui parle d'un autre événement caritatif méconnu qui s'appelle Les Enfoirés, qu'on avait dégoté pour la vidéo qu'on avait faite pour l'UMA dans Populaire. Je trouve que le fait que les gens n'aient pas à manger, c'est un vrai problème politique. Et d'essayer de le détourner en disant pour 200 balles ou 100 balles, ça te permet d'être peinard après et de plus y penser. Je suis contre ce rôle limité des Restos du Cœur qui donne simplement un alibi et bonne conscience. Ça ne donne pas un alibi et une bonne conscience, ça donne à bouffer à des gens qui n'en ont pas, c'est tout. Un État ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc si vous l'achetez, ça ira au Resto du Cœur, ça fera bouffer des gens. Peut-être, comme dit Romain Goupil, ça participera à l'inégalité des systèmes, mais en tout cas, des gens vont bouffer. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse souhaiter, c'est que les restaurants du cœur ne vivent pas longtemps. Ça arrête le plus vite possible. Voilà, Oui. ça voudra dire qu'on n'en aura plus besoin. Les Restos du Cœur se sont pas arrêtés plusieurs décennies après. Ça, c'est une des premières critiques qui est souvent faite aux événements caritatifs, c'est qu'ils remplaceraient d'une certaine façon l'action publique, qui serait que ce seraient des choses qui devraient être faites par des solutions politiques, par les pouvoirs publics, et que quelque part, ça serait presque même une excuse pour ne pas prendre en charge ça de manière publique, par les institutions et par les décisions politiques. Je ne sais pas si vous avez un avis un petit peu là-dessus. Je sais que vous avez sans doute déjà entendu ça. Oui, c'est un extrait qui est assez connu et qui revient, et on en avait parlé aussi avec Joël Veller, le directeur général de Médecins du Monde, aussi sur scène. Et c'est le constat évident à faire sur tous ces collègues de dons et ces événements-là, c'est que c'est un peu problématique, je sais pas, mais c'est dommage de demander aux gens du privé, enfin chez eux, de donner de l'argent pour
des problématiques qui, oui, dans un monde d'idéal, avec une meilleure distribution, entre guillemets, et allocation des ressources, pourraient être pris et mieux pris en charge par les gouvernements divers. Mais bon, la réalité, c'est que, voilà, enfin... L'argent est là, il est investi tel qu'il est investi, et la situation dans des diverses parties du monde reste critique, et donc ces événements ont lieu, sont nécessaires, et puis c'est formidable de voir la générosité des gens à chacun de leurs apparitions. Mais bon, oui, c'est évidemment regrettable, mais bon, voilà, même... je n'emploierai pas le même ton que Jean-Jacques Goldman et Josiane, mais oui, bon, tant que c'est nécessaire, c'est là, et oui, dans un monde idéal, ça ne le serait pas, mais bon, on ne va pas se voiler la face non plus, quoi. Jarmouz ? Oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais en soi, voilà, quand les fortunes seront taxées correctement et qu'on pourra juste faire nos événements pour le fun, ce sera super, mais en attendant, on est là. Après, comment dire, j'essaye un peu de me dire, vu que quand on fait un don, c'est défiscalisé jusqu'à un certain point, etc. Je me dis, c'est une façon de forcer aussi l'État à mettre du pognon là-dedans, vu qu'on retouche cet argent. Mais bon, c'est insuffisant, et il faudrait que les politiques changent, qu'on donne du pognon à l'hôpital, à l'école et à toutes les institutions qui en ont besoin. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet aussi sur place de communiquer, du coup aussi sur certes, que devient cet argent, mais aussi sur des enjeux plus politiques et sociétaux, typiquement avec Médecins du Monde. Voilà, non seulement on parle bien entendu des conflits armés, des crises humanitaires et des urgences humanitaires, mais aussi de conflits oubliés dans diverses parties du monde, et de trucs pas trop glamour aussi, ce qui est l'accompagnement des usagers de drogue, le travail du sexe, la contraception, etc. Tous des aspects qui sont évidemment qui font pas le JT, mais qui concernent des dizaines de millions de personnes, quoi. Donc ça permet aussi d'un petit peu visualiser toute la problématique de la santé et de la misère au global, quoi. Alors évidemment, cette critique, elle vient aussi du fait qu'on pourrait penser que les politiques, et ils le font, essayent d'utiliser un petit peu ça en arrivant après justement pour féliciter les grands donateurs, comme s'ils ne pouvaient évidemment rien faire à ces problèmes. Et là-dessus, on a un petit magnéto d'une séquence qui, elle aussi, est connue, mais plus récente. Ça concerne le Zen Event. J'ai vu même, là j'ai maté les tweets réponses, il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi, et une personne lui répond, oui mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement non. Franchement non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis le The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Ah oui, tu comptes sur nous, connard. 2024. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Oh, si bonne seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Non, Macron a tweeté, sérieux. Oh non, je m'en bats les couilles. Oh, jure, je m'en bats les couilles. Oh putain les gars, j'en ai rien à foutre. Oh mec, je m'en bats les couilles. Oh pétard. Oh non. Alors pour resituer, pour les gens qui ne connaîtraient pas ces séquences-là, donc au Z Event, ça a fait quand même un petit peu le tour des médias, cette chose-là. Emmanuel Macron... Chez Pascal Pro notamment, je crois. Pascal Pro, il me semble, avait réagi sur CNews. Ouais. Effectivement, parce qu'Emmanuel Macron a fait un message de félicitations, etc. Et un certain nombre de streamers et de streamers, à titre personnel, ont réagi comme de la façon dont vous l'avez vu là. Et c'est pas évidemment la position du Z Event à ma connaissance, mais ça n'a pas été sanctionné. C'est quelque chose qui s'est passé sur différents streams. Et à ma connaissance, on n'a jamais vu aux enfoirés quelqu'un prendre le micro et dire Jacques Chirac, nique ta mère, tu fais rien, etc. C'est peut-être ça qui manque en fait. Voilà, c'est ça. Donc moi, ça m'intéresse un petit peu ça parce que du coup, je me pose la question de est-ce que les événements caritatifs sur Twitch ont quand même un petit peu plus de liberté de ton et ont encore gardé peut-être une véritable défiance vis-à-vis de la récupération politique par rapport à justement ce qu'on compare d'habitude, c'est-à-dire les enfoirés, les trucs un petit peu mainstream, comme ça, habituels de caritatifs. Tu veux y aller? Je peux y aller, oui. Oui, clairement, typiquement, j'en parlais cet après-midi avec Monté, justement, Spidon, pour parler de ce que je maîtrise le mieux. C'est clairement, dans les gros événements Twitch, un événement clairement politique. On parle beaucoup de choses, on critique les gouvernements et les politiques sociales et médicales qui sont en place et pourquoi justement on a besoin d'associations telles que Médecins du Monde.
Et on communique sur plein de sujets touchy. On parle aussi d'autres dictatures et diverses choses qui se passent dans le monde. Donc, on n'a clairement pas de filtre à ce niveau-là. Et même Médecins du Monde, de toute façon, aussi peut être main dans la main, notamment avec des amnesties, etc. Notamment quand il y a eu la problématique, quand il y a eu le début, le redébut d'Israël à Gaza, quoi. Ce qui s'est passé sur la bande de Gaza en Palestine. Et ça, clairement, on est rentré, on a mis les mains dans le cambouis, on en a parlé de manière assez ouverte. Donc oui, il n'y a personne qui va nous reprendre. Et justement, c'est l'avantage qu'on a aussi, c'est que les médias, quand ils viennent nous voir en interview, déjà moi, en général, je prends les interviews avant l'événement parce que ça sert à l'événement, alors qu'après, c'est un petit peu plus le débrief, la récolte du sujet, quoi. Donc c'est un peu moins intéressant, mais là où eux, évidemment, vont devoir filtrer des propos qui seraient un petit peu trop cash ou politisés, nous, sur Twitch, on n'a absolument pas ce problème. Donc c'est clair que oui, il y a une liberté de ton qui est évidente. Est-ce que c'est pas un risque justement du fait qu'effectivement là ça vient d'Internet, presque quelque chose qui a une réputation un peu de contre-culture, presque une liberté de ton, mais justement le fait que ces événements-là grossissent, s'institutionnalisent, presque ça devient vraiment des grosses machines. Il y a une recherche de légitimité aussi de votre part, ce qui est normal. Déjà en tant que personnalité d'Internet, c'est la culture Internet, la culture jeux vidéo cherche toujours de la légitimité et elle l'acquiert aussi via ces événements. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement une tentation de peut-être essayer de lisser un peu, comme l'ont fait les grands événements caritatifs, pour avoir les sponsors, pour des réalités matérielles, en fait, comme ça, pour avoir des portes d'entrée, et surtout pour pas aussi se mettre à dos peut-être une partie du public, parce qu'effectivement, dans le choix des sujets, on a parlé de Streamer for Humanity, où des gens ont attaqué sur le fait de soutenir la Palestine, mais c'est valable aussi pour Médecins du Monde. Ça avait été le cas là, il me semble que c'est l'année d'Amnesty International qui avait eu ça. Amnesty International, il y avait une partie de l'extrême droite qui trouvait déjà que c'était trop politique de soutenir Amnesty International. Est-ce que comment vous gérez ça? Est-ce qu'il n'y a pas une tentation, un enjeu pour vous à essayer de quand même s'institutionnaliser un maximum sur ces événements? Je pense que, c'est difficile de lisser, sachant que déjà sur Twitch, on est en direct, donc on a le streamer ou la streameuse a déjà sa façon de parler, etc. Et les communautés suivent les streamers et streameuses justement pour une franchise, une liberté de ton et en plus un engagement. Et on voit beaucoup en plus sur les réseaux sociaux, notamment, il y a beaucoup d'attentes, je trouve, de la part des communautés. Et ça arrive assez régulièrement que telle ou telle personne se fasse attraper la veste parce que tu n'es pas irréprochable. Enfin, il y a tout un truc. Donc, pour moi, le fait justement de devenir trop lisse pourrait, mais c'est peut-être aussi parce que je suis trop énervée moi-même, mais le fait de vouloir être trop lisse pourrait justement faire perdre des gens. Après, effectivement, il y a toujours cette histoire, c'est toujours le même compromis. C'est comme... on vit dans une saucisse, c'est comme d'hab, il faut payer le loyer, il faut machin. Donc oui, des fois, il y a une certaine charte de langage parce qu'on peut avoir des locaux, on peut avoir un sponsor, on peut avoir machin. Je me dis, la question du sponsor, s'il y a un partenaire qui veut sponsoriser un événement et qu'il faut faire un placement de produit ou quoi, en fait, je préférerais prendre le pognon là où il est, si c'est pour le réinjecter dans la cause. Il faut, en fait, c'est un mouvement de balancier pour rester droit dans ses bottes et assez aligné avec ses valeurs. Mais trop lisse, j'ai du mal. Mais en même temps, je ne suis pas non plus ni chef de projet, ni vraiment organisatrice. Je participe à beaucoup de trucs. Et en général, je sélectionne aussi en fonction justement de ça. Si je vois si les personnes qui organisent sont raccord avec ce qu'elles disent, ce qu'elles font, ce que moi je pense, etc. Donc ça navigue. Alors justement, pour montrer un petit peu peut-être aux gens qui ne suivraient pas ça, ce qu'on peut entendre à Speedon et à quoi ça ressemble, on a un magnéto justement avec le représentant l'année dernière de Médecins du Monde. Est-ce qu'on peut avoir... On est là aussi pour faire la fête, mais c'est une catastrophe humanitaire sans nom ce qui se passe. Alors Médecins du Monde, on dénonce ce qui se passe, mais on dénonce tout ce qui se passe contre les civils. C'est-à-dire que autant les otages du Hamas qui doivent être libérés, mais autant il faut qu'on arrête de bombarder les hôpitaux, les écoles, les médecins. On a perdu, et peut-être que ce Speedon pourrait... on pourrait le faire aussi en hommage à lui. Maïsara, un de nos collègues médecins urgentistes, est mort sous les bombes il y a 3 mois.
en essayant de soigner les gens. Ses frères sont aussi décédés. Enfin, chaque jour, c'est un miracle. On essaye de faire de l'humanitaire, mais c'est impossible dans ces conditions-là. On réclame un cessez-le-feu des deux parties. On réclame le courage des politiques. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, bon, je pense que ça illustre assez bien ce que vous disiez. Et je veux bien, en fait, je triche un peu avec l'ordre, mais je pense qu'on peut voir un autre moment du Speedon de l'année dernière, qui est le magnéto suivant. Ouais, là, tu vas faire paniquer la régie. Ah, pardon, la régie. Ah là, je tente des trucs incroyables. Non, si, on peut carrément passer. Voilà, si vous avez le suivant. Il est prêt, ouais. Allez-y, quand vous voulez, la régie. Un petit mot pour dire que à ce niveau est dédié à la communauté LGBTQIA+, de Super Mario World, mais aussi de la communauté de Speedrun. On vous voit, on vous aime, on vous veut à nos events. Et, vous êtes légitime, postulez. Voilà. Voilà, je trouve que ça illustre bien un autre enjeu aussi, qui n'est pas que les causes qui sont défendues directement par la levée de fonds ou ce qui peut être dit, mais effectivement, qui participe aux événements, qui est représenté dans les événements, comment ils sont organisés, et notamment, alors Jarmou, je m'adresse à toi plutôt, si tu veux nous présenter l'association ou le collectif, je ne sais pas si c'est une association. Pour l'instant, collectif. Soon, voilà. Association. Fast and Fabulous, dont tu fais partie, et en fait, bon, on ne le voit pas forcément très bien, mais c'est toi derrière avec, du coup, avec Bloupeux, du collectif aussi, si tu peux nous parler de ça. Alors, donc, Bloupeux est cofondatrice de Fast and Fabs. Donc, Fast and Fabulous, c'est un collectif de speedrunneuses en mixité choisie, c'est-à-dire on est entre femmes et personnes non binaires pour la pratique du speedrun. Et c'est un peu nécessaire ce genre d'espace. De toute façon, les espaces en mixité choisie sont nécessaires parce qu'il y a toujours un peu ce cliché par rapport au milieu du jeu vidéo que c'est un truc de mec, nanana, alors que absolument pas. Et il y a un constat dans les événements partout, hein, pas que caritatif d'ailleurs, mais de toute façon dans n'importe quel média, etc., que la parité est très rarement respectée et que tant qu'on ne met pas des personnes à des postes importants, des personnes issues de minorités à des postes importants et visibles, les personnes dans le public se disent, ne se reconnaissent pas et se disent j'ai pas ma place, je vais pas y aller, c'est pas pour moi, etc. Et donc Fast and Fabs est né, on a créé un marathon, alors pas caritatif pour l'instant, c'est vraiment juste où on dit aux femmes et aux personnes non binaires, venez prendre la confiance chez nous, venez faire un marathon de speedrun. Le speedrun, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'aller faire des gros records, machin. Tu mets un timer, tu finis ton jeu, c'est bon, tu speedrun. Et ce qui est très chouette, c'est que en là, on a fait 2 marathons déjà. Le 3e devrait arriver soon TM. Il y a pas mal de personnes qui ont fait leur premier marathon chez nous et qui ont après postulé à d'autres événements. Parce que l'idée, c'est de prendre l'espace dans les marathons plus mainstream, qui sont donc largement dominés par des présences masculines, et de dire, voilà, vous avez vu que chez nous, c'était possible, vous avez pris la confiance, vous avez brisé la glace de ce truc-là. Et effectivement, cette année, il y a 22 runnereuses qui seront à Speedon. Et sachant qu'en 2022, il y avait... une runneuse et c'était moi. Donc, du coup, ça a quand même bien progressé. Ça a quand même bien progressé depuis et ça fait plaisir. Et sachant qu'il y en a pas mal qui runnent cette année à Speedon, qui ont fait leur premier marathon à Fast and Fabs. Et après, on n'est pas le premier collectif du genre. Il y a déjà Lady Arcader et Frame Fatal qui existent, donc côté anglophone. Mais c'était important d'avoir un pendant pareil du côté francophone parce que la scène du speedrun est hyper présente en francophonie. Et c'est ce que je dis aussi. Quand tu regardes le public de Speedon, les gens qui sont dans les bénévoles, dans la salle, etc., c'est pratiquement... c'est très équilibré en termes de représentation de genre. Mais quand tu vois les gens qui sont sur la scène, il y avait encore très très peu de femmes, très très peu de personnes non binaires. Et on se dit, plus il y en a, plus ça se voit, plus ça va faire boule de neige. Et il y en a d'autres qui postuleront. Et effectivement, ça se voit bien cette année. J'ai l'impression qu'il y a Bloupeux dans le chat. Oui, salut, bien sûr. C'est Bloupeux. C'est Bloupeux. Coucou. J'imagine que c'est un enjeu du coup à l'organisation aussi des événements, pas forcément uniquement d'aller vers des collectifs comme ça, mais j'imagine que qui va être invité, comment ça va se passer, quelle va être l'ambiance, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à gérer sur des trucs aussi gros. Oui, non, c'est venu assez naturellement pour un petit peu couvrir ce dont on a parlé là. Donc, en fait, l'événement, donc on le disait, était
politique, là, évidemment, et la scène speedrun aussi, c'est une scène aussi qui, notamment via les Games Done Quick aussi, puis les collectifs qui sont créés depuis, c'est une scène où justement il y a énormément de genres représentés. Oui, c'est vrai, j'ai toujours eu l'impression que c'était une scène plus ouverte oui. aussi que certaines. Ouais, clairement. Et du coup, oui, c'était important de le faire retranscrire aussi. Donc, c'est vrai que quand, par exemple, on fait les reviews des candidatures, en gros, on reçoit des centaines de candidatures avant l'événement et on doit, on se tape des centaines d'heures à regarder des speedruns et ensuite on doit concocter le programme. Et c'est vrai que c'était aussi une problématique parce qu'on voulait aussi qu'il y ait plus de gens représentés dans toute la variété des gens qui existent et qui speedrun. Et ce qui est cool, c'est que finalement, au fur et à mesure des années, à inclure de plus en plus de gens de diverses raisons, des joueuses, des runners, des non-binaires, des transgenres, etc. La réalité, c'est qu'on a eu plus de candidatures, il est vrai, et du coup, on a un roster qui est très cool, même au niveau de l'animation, même si évidemment, c'est le seul côté un peu bling de l'événement, c'est qu'on fait venir aussi des gens connus de Twitch, de la plateforme, pour animer, mais là aussi, au niveau de l'animation, on commence à arriver à la parité, on n'a pas juste des streamers mâles, cis blancs, connus, et ça fait partie un petit peu de tout l'ADN de l'événement, justement. Donc c'est pour ça on disait, est-ce qu'on aurait peur, par exemple, de se mettre de côté un public potentiellement de droite, d'extrême droite, etc. En réalité, on parle de migrants énormément, on parle de misère dans le monde, et justement les canaux migrants, là on va en reparler cette année aussi, on est plutôt dans le secours et l'assistance et de faciliter ces choses-là. On essaie de représenter un maximum, d'être un maximum dans l'ouverture au niveau des gens qui participent. Donc on va dire que si on n'a pas quelques milliers d'euros de FAF en plus, ce n'est pas un problème en réalité, et on peut tout à fait s'en passer. Je pense qu'il faut justement pas se mettre ce genre de pression-là. Si la cause est belle et l'événement se tient bien et droit dans ses bottes, les gens seront au rendez-vous, et je pense que justement il faut pas se mettre la pression de polisser et de perdre un petit peu toute surface, quoi. Et plus généralement, votre travail de streaming, est-ce que sur les prises d'opposition en général, ça vous bloque pas un petit peu aussi, effectivement pour pas perdre du public peut-être, ou tout simplement pour pas se faire cyberharceler non plus, ou parce qu'en fait vous avez quand même participé. Alors toi Jérémy, tu as carrément participé au recon du stream et au piquet de stream, donc qui était pour les gens qui connaissent pas, qui était un peu ce même type d'événement finalement, sauf que c'était pour une caisse de grève pendant le. J'étais pas au reconduit, mais je suivais, mais après j'ai fait le piquet de stream. D'accord, pardon, j'ai pas eu la chronologie, mais qui du coup était là plus pour suivre un mouvement. Je sais même pas si c'est pas un peu même unique au monde, mais voilà, vous prenez aussi la parole sur d'autres sujets, même toi MV, voilà, tu n'hésites pas parfois quand même à ouvrir ta gueule sur certains sujets. Est-ce que ça rentre pas en contradiction avec presque votre métier et ce qu'on vous demande de faire pour que ça fonctionne, quoi? Moi personnellement, oui, enfin notamment moi c'est sporadiquement, on va dire. Oui. Je suis pas non plus militant des terres qui prend la parole tous les jours, mais oui, notamment il y a eu l'épisode des législatives où ayant connu bien entendu Le Pen en 2002 au deuxième tour, France 98, tout ça, moi ça me paraissait fou que le monde du streaming YouTubing soit un petit peu mou et un peu amorphe par rapport à la possibilité d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Donc, je sais pas, ça a réveillé un truc, j'étais possédé, je postais des trucs, ça faisait 30 000 posts tweets, je regardais pas les réponses. On se souvient. Et j'y suis allé, quoi, mais donc oui, bon, je crois que je m'étais accoquiné d'une start-up qui justement veut essayer de protéger les influenceuses à long terme et aussi les parents, etc. Donc, qui faisait un peu de la veille sur tous mes réseaux sociaux. Je crois que j'ai reçu genre 5600 messages de menaces de mort et de machin, des trucs comme ça. Donc, c'est un petit peu rock'n'roll, on perd quelques followers, mais en réalité, au niveau en tout cas au niveau de ce qui est de mon boulot et des marques, etc., j'ai quasiment rien perdu. Ça n'a pas de véritable impact. Je pense que
ça tombe sous le sens et puis bon, la plupart des marques qui éventuellement auraient un problème avec ça seraient des marques qui seraient probablement problématiques. Donc non, c'est plus une question de solidité mentale parce que dès qu'on exprime des opinions politiques et même si on est persuadé qu'elles sont plutôt qu'elles protègent plutôt des valeurs humanistes et plutôt cool, en réalité ça c'est presque pour certains c'est l'équivalent d'un salut nazi quoi. Donc évidemment on se tape évidemment énormément de violence et encore moi je suis un mec et je balance des vannes tout le temps donc c'est un petit peu amoindri par rapport évidemment à la plupart des streameuses qui prennent du coup rien que du fait qu'elles soient femmes 10 fois plus tarif que les mecs donc voilà c'est un peu rock'n'roll mais c'est quelque chose qui me posait pas de soucis. Moi, pour le coup, j'en suis pas au stade où j'ai des collabs avec des marques, etc. Donc, je ne perds pas de contrat. Mais en même temps, étant donné que je suis une meuf, de toute façon, j'ai moins de riches, donc j'ai moins de propositions de contrat, etc. Enfin, ça se mord à queue. Donc, en vrai, je peux à peu près dire ce que je veux, vu que, de toute façon, je ressens pas la perte. Maintenant, comment dire, les prises de position, moi, dans mon travail, elles sont un peu partout, même si je suis pas... Enfin, voilà, j'ai pas de carte de parti et j'ose plus aller manifester. Au début, j'allais manifester. Quand je suis arrivée en France, j'allais manifester. Maintenant, non, en fait. J'ai un peu les jetons. Mais à côté de ça, j'essaye dans mon travail, par exemple, avec les pièces de théâtre qu'on écrit et qu'on coécrit, on parle de sexisme, de violence patriarcale, etc. Sur Twitch, alors il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, donc je ne fais pas vraiment ni des réacts, ni des revues de presse ou autres, mais en même temps, t'as toujours les tags, donc par exemple chez moi, c'est les tags LGBTQ, etc. parce que je veux que les gens sachent que c'est un endroit safe et tout, même si c'est pas forcément un tag qui pousse les gens à faire leur coming out ou autre, mais juste pour nommer que c'est un espace où on ne tolérera pas le mégenrage ou l'homophobie ou quoi que ce soit. Et je suis désolée, il y a la Ritaline qui descend, je perds complètement mon fil d'idée. T'inquiète pas. Quel enfer. En fait, j'ai pas l'impression que ça me ferme des portes plus que le fait d'être une meuf et donc d'avoir cette présomption d'incompétente, de c'est pas ta place, etc. Et comme je navigue un peu entre le théâtre, l'audiovisuel et Twitch, ça bouge maintenant. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, parce que, alors moi, c'est pas les marques, mais on a eu une discussion avec mon agent qui avait un peu briefé tout le monde en disant, voilà, vos réseaux, ça doit être comme ça, vous ne prenez pas de position publique et tout. Et je lui ai expliqué, je dis, mais en fait, parce qu'elle connaît pas très bien ce que je fais sur Twitch, et je dis, mais en fait, sur Twitch, moi, je suis vachement identifiée, vachement marquée à gauche et tout, je suis engagée caritativement, et je dis, si je me mets à plus parler, parce que de toute façon, j'ai besoin, j'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin de parler de ce qui me touche, j'ai besoin de parler de ce qui m'énerve, de ce qui me fait peur. Si je le fais pas, c'est par raccord, et je dis en fait, les gens me suivent pour ça aussi, et j'ai pas envie de trahir ça, j'ai pas envie d'un coup juste poster des photos de « oh, je suis comédienne, je suis jolie », j'en ai rien à secouer. Donc, voilà. Le portefeuille ne s'en ressent pas plus, pas moins, parce que de toute façon, on reste intermittent et on cherche du taf, d'ailleurs, mais voilà. Si je peux glisser un tout petit truc avant de te laisser poser cette question-là. En fait, je fais la remarque quand même parce que moi, je suis content de vous entendre parler de ça parce que, par exemple, les législatives, je m'en souviens très bien. Et il y a un truc, je pense que les gens ont du mal un peu à saisir, c'est que justement parce que vous, votre contenu, vous n'êtes pas forcément, c'est pas du militantisme ou des choses comme ça. Ça fait que paradoxalement, justement, ces prises de position ponctuelles-là ont vachement d'impact et que vous en prenez plein la gueule. Parce que signer une tribune pour dire non à l'extrême droite, votez NFP, quand les gens voient, je sais pas, Bolchevique, Usul ou Loumi, ils font oui, bon, genre, normal quoi, genre personne va dire quoi, c'est un scandale. Alors que vous, dans ce cas-là, vous êtes vraiment dans une situation qui est assez différente, dans le sens où votre contenu n'est pas vraiment associé à ça. Voilà. Ouais, je voulais revenir un peu sur... On a commencé à parler un peu de cyberharcèlement sexiste notamment. En ce moment, il y a le procès d'Ultia. Oui. Il y aura le délibéré le 12 ou le 13, je crois, février. Alors, on aurait plein de questions à vous poser là-dessus, mais on a quand même eu l'impression que c'était assez symbolique ce procès, à la fois pour l'univers d'Internet, mais aussi pour l'univers médiatique. Ça a été beaucoup suivi, beaucoup traité. Il y a eu pas mal de journalistes qui s'y sont rendus, il y a eu Le Monde, il y a eu Mediapart, etc. Est-ce que pour vous, ce procès-là, il est aussi symbolique et est-ce qu'il annonce aussi un changement du traitement des violences sexistes et sexuelles, notamment sur Internet ?
c'est un vœu pieux, je crois, parce que, en fait, j'ai l'impression que tout le monde découvre l'eau chaude à chaque fois qu'une affaire est médiatisée, alors que ça fait des années que les militantes parlent, que ça fait des années, déjà le harcèlement d'Ultia, ça fait très longtemps quand même, ça fait 4 ans qu'elle mange, mais c'est malheureusement pas la seule. Et donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui est médiatisé, tout le monde est là, ah ouais, c'est pas bien. Alors que, non, c'est tous les jours. C'est comme, les gars qui prennent position, genre le 8 mars, ouais, quand même, non, en fait, ça passe par le fait de nettoyer ta modération, ça passe par le fait de prendre parole, tout le temps, de mettre en avant plus de streameuses, d'inviter des femmes, etc., et de normaliser la présence des minorités, en fait, et aussi, donc, de prendre parole contre le cyberharcèlement. Mais c'est partout. Quand il y a eu le MeToo cinéma, tout le monde était là genre « Oh, le MeToo, le cinéma, quel milieu incroyablement sexiste ». Puis tu as eu le MeToo journalisme, le MeToo politique, le MeToo machin. Et chaque fois, tout le monde était là « Oh, quel milieu incroyable ». Et là, tu dis pas « Mais il n'y a pas un dénominateur commun, en fait, dans le truc. » Et que le problème, est les hommes et le patriarcat. Et je sais pas, maintenant, le côté cyberharcèlement, là où les gens, je pense que la loi est complètement dépassée, mais comme pour tout, comme pour l'IA, comme pour les deepfakes, parce que ça aussi, c'est absolument cauchemardesque. Tout le monde voit des trucs arriver avec l'IA. Ah, c'est trop bien, regarde, on peut créer des vidéos. Mais la première chose, le premier détournement, c'est pour attaquer des femmes et attaquer des créatrices de contenu, créer des fausses images porno avec leurs images, parce que leur tête est partout sur Internet, donc c'est très facile à récupérer. Et les lois sont, comme d'habitude, à la ramasse. Et quand tu vas pour porter plainte là-dessus et expliquer que tu as reçu des messages et tout, les flics te regardent en mode c'est que des messages, je comprends pas. Donc, est-ce que le procès d'Ultia va faire bouger les choses ? J'espère, mais t'as l'impression que c'est tellement lent et que la justice est extrêmement en retard. Les médias sont en retard parce qu'encore une fois, comme c'est Internet, tout le monde se dit c'est un continent étranger, on ne sait pas trop comment ça se passe pour les personnes plus mainstream. Donc, ouais. Pour moi, c'est beaucoup trop lent à mon goût et je peux espérer que des prises de conscience, mais je ne suis pas hyper optimiste là-dessus. Ouais, le procès d'Ultia est assez édifiant parce que oui, c'est vraiment parti sur une intervention plutôt juste de sa part sur un The Event et ensuite, elle s'était vraiment devenue la caution, même quand elle n'était pas impliquée dans quelque chose, dès que on avait envie de renvoyer l'idée que on peut plus rien dire, on nous fait chier, il y avait Ultia qui prenait une sauce pour rien par rapport à plein de choses. Et ouais, c'est une folie. C'est vraiment des milliards de menaces d'insultes, de menaces de viol, de menaces de mort, etc. Enfin, je sais même pas comment elle a tenu. C'est admirable. Et c'est vrai que, évidemment, elle l'a débriefé récemment dans un stream qu'elle a fait. Mais oui, évidemment, toute la sphère féminine et féministe était de son côté et vocale de ce côté-là. Mais c'est vrai que les soutiens mecs qui pouvaient vraiment communiquer dessus, il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait tous les jours, mais je l'ai fait à certains moments de manière assez virulente, en sachant que, un petit peu à l'instar des tweets sur les législatives, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, c'est un vrai sujet qui attise la haine parce qu'il y a énormément de communautés qui sont mal éduquées. Moi, je pense que un des trucs positifs qui peut ressortir de ce procès-là, c'est qu'on a aussi parlé de la communauté de PFUT, pour ne pas le nommer, mais en gros, on met en avant aussi vraiment quelque chose, un concept que la plupart des influenceurs ne veulent pas assumer, c'est qu'ils influencent vraiment. Et c'est-à-dire que oui, toute légèreté ou par rapport à un sujet ou tout pseudo-cynisme par rapport à quelqu'un, notamment quand c'est une femme, une créatrice de contenu, si tu as une communauté de boys club qui sont pas éduqués, si tu fais pas l'effort de les éduquer et que tu dis d'une meuf qu'elle est chiante parce qu'elle laisse pas les mecs leur délire de mec, tu la transformes en cible systématique avec des mecs qui vont dire c'est pas grave si je lui envoie un message en mode sale pute, on va te crever, tu vois. Et c'est un réflexe qui est repris par des centaines de personnes sur des périodes très très longues. Et oui, en effet, ça passe plus que de temps en temps dire harcelez pas les gars, c'est pas cool, elle a rien demandé. C'est vraiment prendre des dispositions, de pas laisser passer des choses sur le chat, de faire des rappels quand ça dérape au quotidien et d'essayer de maîtriser le truc. Et c'est pas pour ça qu'ils vont perdre leur tub, les mecs. Et donc il faut, c'est du travail de longue haleine, mais comme dit, c'est un milieu hyper jeune c'est un milieu qui a été créé sur Internet où la parole était extrêmement libre et tout le monde était dans ses niches et un petit peu subversif.
Donc ça prendra du temps, mais l'espoir c'est que ça prenne moins de temps que des milieux comme le cinéma et compagnie, parce que c'est un milieu justement où on bouge vite et on rentre assez vite dans les sujets qui fâchent. Donc moi je trouve qu'on est peut-être à un tournant, mais bon évidemment ça prendra beaucoup de temps parce qu'on le sait très bien que la jeune génération, il y aura un travail phénoménal à faire par rapport à ça et désexualiser leur opinion de la femme, entre autres. En fait, en ce moment, il y a d'ailleurs un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit que les jeunes femmes sont de plus en plus féministes et les jeunes hommes de plus en plus masculins, virilistes, etc. Donc, ce qui est très inquiétant. Et comment dire, cette histoire d'éducation, c'est hyper important. Le fait que les mecs en parlent, c'est important parce que malheureusement, la parole d'un mec sera toujours beaucoup plus écoutée que la parole d'une femme. C'est terrible comme on leur met dès lors, c'est comme dès qu'un papa change une couche, ça y est, genre, oh mon Dieu, non, juste, t'es papa, tu t'occupes de ton gamin, quoi, point barre. Mais c'est comme toutes ces vidéos où les mecs, ils vont faire un makeover, et ils vont aller dans le métro, habillés en femme, et d'un coup, oh là là, c'est vrai, le harcèlement, moi, c'est des vidéos qui me... C'est dans mon top 3 des vidéos que je déteste le plus, parce que justement, tu dis, mais nous, ça fait très longtemps qu'on le dit. Mais il faut, en fait, prendre cette éducation à bras-le-corps, parce que, et notamment, c'est Laura Bates, qui a fait un livre qui s'appelle les hommes qui détestent les femmes et qui parle des communautés justement sur Internet qui, on parle des incels, mais après ça va être les mectos, donc les mecs going their own way, etc., qui vont en fait recruter des jeunes hommes et c'est la pipeline vers des réseaux d'extrême droite en fait, où ça commence par le sexisme, mais après ça va dans des trucs ultra-violents, ça mène à du terrorisme, et ça commence sur Internet en fait. Maintenant, les gamins, tout le monde a Internet de plus en plus tôt. Et on doit être attentif à ça, on doit rien laisser passer, mais on a besoin que les mecs prennent le problème à bras-le-corps parce que nous, on ne nous écoute pas. Ou beaucoup moins, quoi qu'il en soit. Et quoi qu'il en soit, on est là, on casse l'ambiance, voilà, c'est toujours la même histoire. On a besoin. Ouais, et je pense qu'on a énormément de responsabilités pour revenir à l'influence justement aussi, parce que dans un monde idéal, évidemment, ce travail serait fait dans les maisons, dans les écoles, mais les écoles, c'est chaud et ils ont déjà beaucoup de choses à gérer. Et à la maison, il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires et qui laissent justement un peu l'éducation se faire via des écrans. Et justement, si les stars de tout le monde, entre guillemets, n'ont pas de message clair et ne véhiculent aucune de ces valeurs-là, du coup, on va rester dans ce statu quo qui donne largement avantage justement aux attitudes sexistes, racistes et compagnie. Donc, le futur n'est pas radieux, mais bon, peut-être que voilà, il faut essayer de collectivement motiver nos confrères, consoeurs d'influence à véhiculer le bon message. Ça serait déjà un début, quoi. Au moins jouer notre rôle, quoi. S'éduquer soi-même aussi, dans le sens où tu dis que c'est vrai que c'est un média qui est très nouveau, où même les influenceurs eux-mêmes peuvent être des gens assez jeunes qui se retrouvent propulsés avec la responsabilité d'influenceurs, etc. Donc il y a un travail aussi sur soi-même à faire. Oui, puis c'est pas une honte d'évoluer. Enfin, moi, je dis, quand j'ai commencé le stream, j'avais des vannes de l'époque. Je venais de l'école. Tout le monde adorait Dieudonné. Voilà. Enfin, je veux dire, depuis, heureusement, les choses ont changé. Mais oui, c'est du travail sur soi et collectif aussi. Et je pense que de nos jours, on a quand même les armes et les infos, et on voit beaucoup plus vite les conséquences de nos actes. C'est plus des choses qui végètent dans un coin et qui sont enfouies. Maintenant, les gens parlent très très vite. Donc, en espérant qu'on n'ait pas besoin d'arriver à 4 ans de harcèlement pour que les gens se rendent compte qu'ils ont fait de la merde, quoi. Il va falloir un peu avancer, donc vas-y, Benjamin, je sais pas du tout combien de temps il reste. J'avais prévenu que je faisais des digressions. Non, c'est le but. En plus, on a pris du retard en début d'émission. C'est des digressions comme ça, c'est nickel. C'est aussi l'endroit pour le faire. De toute façon, moi, je voulais aller peut-être sur un truc un petit peu plus léger, du coup, parce qu'on a promis qu'on vous demanderait d'expliquer à un public de néophytes, vous l'avez fait 2000 fois, ce qu'est le speedrun, mais surtout, pourquoi c'est cool le speedrun. Parce que ça, c'est un truc qui est très très dur à comprendre. Je pense pour beaucoup de gens qui n'ont pas du tout cette culture-là, de quel est l'intérêt de s'entraîner comme un fou furieux sur un jeu vidéo pour arriver à le finir le plus vite possible, alors qu'en fait, justement, c'est une pratique qui est extrêmement intéressante, pas juste parce que chacun ses délires, je pense que vraiment les gens, vous pouvez vous intéresser à ça, et c'est vraiment ça demande une discipline, un savoir-faire, et il y a une communauté, vraiment une culture autour de ça qui est vraiment intéressante. Donc voilà, c'est votre moment, gloire au speedrun.
La sérotonine, quand tu bats ton record, t'es content. Non, mais le speedrun, c'est juste trop bien. Bon, après, si tu me lances, ça va encore être la pipeline de Vas-y. les neuroatypies into le speedrun, into l'intérêt spécifique, into après, j'arrive à en faire quelque chose de socialement engagé, et donc c'est vachement chouette, mais il n'y a même pas besoin de faire des marathons caritatifs pour kiffer le speedrun. Donc, le speedrun, voilà, tu prends un jeu que t'aimes bien, et... je sais pas, il y a des gens qui vont courir tous les jours, ça leur fait du bien. Il y a des gens qui jouent à un jeu tous les jours, ça leur fait du bien aussi. Et c'est... Donc il y a ce truc de la zone de confort, de faire des actions répétitives, il y a le fait de s'améliorer, il y a le dépassement de soi, mais il y a surtout, et là je vais citer Sacha Bernard qui bosse. Je les embrasse très fort, mais en fait, tout ça c'est politique parce qu'aussi, le speedrun, c'est quoi finalement? C'est pas un truc, bien sûr, il y a des leaderboards, il y a des classements et tout, mais c'est du partage. Il n'y a pas vraiment de gatekeeping, on est tous à se refiler des astuces de gatekeeping, pardon. Alors le gatekeeping, c'est dire, non mais moi je vais garder mes secrets, j'ai trouvé une stratégie pour faire ça plus vite que toi, et je vais pas t'expliquer comment je fais. En tout cas, dans les communautés de speedrun que je fréquente, parce que ah ouais, t'es speedrunner, cite tous les jeux. Non, je joue pas à tous les jeux, mais en tout cas, partout où j'ai joué, il y a ce truc de partage des connaissances, de mettre les trucs en commun. Il y a des Discords où les gens s'expliquent, se donnent des tutos. Donc c'est l'inverse de l'ultra compétitif où non, je vais pas te dire, je vais garder ça pour moi, comme ça je vais gagner et je vais être le meilleur. Il y a ce truc d'être tous ensemble, et puis en fonction des jeux, etc., parce que notamment en France, il y a beaucoup de rétro, mais le rétro, ça coûte une blinde. Mais il y a le rétro gaming, c'est on joue sur des vieux jeux. Sur des vieux jeux, voilà, c'est ça. Et là, ça me fait très mal de me dire que déjà la PlayStation 3 est considérée comme rétro, mais bref. Mais par exemple, il y a les émulateurs qui prolifèrent partout. Donc un émulateur, en fait, c'est un logiciel sur un ordinateur qui permet de jouer à peu près n'importe quel jeu, de n'importe quelle vieille console, gratos. Donc il y a tout ce truc de se réapproprier un loisir, se réapproprier la façon d'y jouer, la façon de raconter telle ou telle histoire du jeu, et de partager tout ça. Au-delà du caritatif, qui est politique de toute façon, la pratique en elle-même est super chouette. J'ai rencontré parmi les meilleures personnes de ma vie grâce au speedrun, donc il y a que du bien là-dedans. Si je peux juste rajouter un truc, on est en train de regarder des runs, donc des courses de Super Meat Boy. Donc voilà, c'est un des jeux qui est très souvent speedrunné. Tu as speedrunné. Que tu as speedrunné notamment. Ce jeu, ouais. Et tu sais qu'il y a beaucoup de partage de connaissances, etc. Ce qu'il faut aussi expliquer aux gens, c'est que vous, les speedrunneuses, vous passez des centaines d'heures à vous entraîner, à trouver les meilleures routes, les meilleurs passages pour finir le plus vite possible un niveau, à trouver des bugs. C'est pour ça que voilà, on partage des connaissances, que c'est vraiment énormément de travail pour réussir à être en haut du leaderboard. Donc le leaderboard, le classement général où la personne qui a terminé le plus vite possible le jeu est en haut. Voilà. Ouais. Et je trouve que Meat Boy, c'est un très bon exemple parce que c'est très visuel, on voit, parce que c'est un peu comme Mario pour reprendre la formule, mais c'est vraiment un jeu de plateforme à la Mario, mais qui déjà de base va assez vite. Et là, vous voyez qu'en fait, les niveaux sont finis en quelques secondes chacun, mais ça demande une espèce de précision et un savoir-faire. En fait, il y a des centaines d'heures derrière les 2 secondes. Et pour boucler un peu avec Speedon, moi ce que je trouve fou, c'est que ça pourrait être vu comme une activité, comme le gaming de manière générale, un peu solitaire, un peu dans son coin. Et en fait, moi à mon époque, on sortait dans les bois au lieu de jouer sur la console. Mais en fait, en réalité, ça peut donner des moments comme au Speedon, où en fait, c'est ça. Devant, je sais pas combien il y a de personnes dans la salle. 3000. 3000 personnes qui acclament avec des commentateurs aussi, ça on l'a pas dit, mais en fait, vous pouvez regarder le speedon parce qu'il y a des commentateurs, c'est un peu technique quand même souvent, mais qui vont, comme un match de foot, regarder ça en expliquant, alors là, il est passé par là, mais c'est risqué, il pourrait gagner. Un petit peu rendre ça accessible parce qu'évidemment, il se passe des dingueries, des Zelda qui se terminent en 5 heures sont parfois martyrisés en 10 minutes. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais c'est drôle. Moi, le rapport au speedrun, tout ce qu'a dit Jamo, évidemment, est valide. Mais c'est vrai que moi aussi, c'était une activité confortable pour moi qui suis un petit peu obsessif-compulsif. Et c'est vrai qu'il y a un peu de cet aspect maladif-là, parce que, bon, déjà, moi, ça permet de éventuellement rejouer à un jeu qu'on a adoré. Par exemple, j'adorais Final Fantasy VI, qui est un jeu de rôle. Donc, c'est marrant, parce que la plupart des gens qui passaient au début sur mes speedruns de FF6 étaient là, mais ils détestent le jeu. Pourquoi il le fait aussi vite alors qu'il y a de l'histoire et tout? Mais justement, en fait, quand tu connais un jeu sur le bout des doigts, c'est génial.
génial parce que quand tu entames le speedrun, tu apprends un tout autre pan du jeu, entre guillemets, et comment, justement, tu comprends même comment il est programmé à certains moments, vu que finalement, tu apprends à déjouer ce qu'ont fait les programmeurs et un peu les arnaquer pour terminer le jeu plus vite. Et ensuite, il y a cette bataille, oui, un petit peu cette quête personnelle de battre tes temps et des fois de relancer le jeu toutes les 10 minutes parce que tu as loupé un truc au début, d'où le côté obsessif-compulsif absolument maladif. Moi, je me souviens des speedruns, je me souviens sur Super Mario Odyssey de m'entraîner 2 heures à essayer de faire rentrer Mario dans un mur invisible en me cognant contre une pyramide. C'est vraiment des activités... Je vois le passage. Voilà, il faut... J'ai abandonné. Voilà, on est quasi sous perf, quoi. Donc, non, c'est vraiment assez marrant. Quelqu'un dans le chat demande est-ce que vous aurez des tips pour nous aider à speedrun la crise politique du moment? Il y a un mec qui vit là-bas qui a dit venez me chercher, donc... Voilà le tips de Jarmou, merci. Écoutez, on a le temps pour... Ouais, on a le temps. Raph, tu me dis dans l'oreille, on a le temps encore pour 1 ou 2 questions? Il y a les recos aussi. Une question, allez, une question et après les recos. Une question, alors je vais faire une synthèse entre les 2 questions qu'on a. Oh wow, trop fort. Acrobatique, speedrun des questions du coup. On a parlé du fait que la culture jeux vidéo, notamment via ces événements, mais via le streaming et tout, elle est en train de se légitimer, alors que c'était une culture qui était un peu mal vue par rapport aux autres, d'autant que vous deux, en plus, vous faites aussi d'autres choses qui seraient plus de la culture un petit peu légitime. Toi, tu es comédienne à côté, MV, tu es musicien. Tu vas présenter dimanche, si je dis pas de bêtises, à Lyon, un concert de musique de jeux vidéo. Donc, à la halle Tony Garnier, on remplit des salles maintenant pour aller voir des concerts. Donc c'est à Lyon aussi comme Lost Melodies. Il y a des places encore, n'hésitez pas. Allez-y, petite promo. Et en fait voilà, maintenant on va écouter de la musique de jeux vidéo en concert, ces choses-là, et donc ça a vraiment évolué, j'ai l'impression à ce niveau-là. Donc je sais pas comment vous voyez ça. Et comme tu voulais parler de ton homme de gauche préféré, Elon Musk, premier degré, il y a aussi référence à une story que tu as mis pour suivre l'émission il y a quelques jours. Sur Instagram, toujours dans la galéjade. Voilà, exactement. Tu cherches pas du tout les ennuis, encore une fois. Mais pour ceux qui ne savent pas, Elon Musk a récemment, à part avoir fait des saluts romains à l'investiture, salut romain avec les guillemets, si jamais. Oui, bien sûr. Il a aussi été épinglé pour ses pratiques dans le jeu vidéo où il se faisait passer pour un énorme joueur justement très très fort, et on s'est rendu compte qu'en fait ce n'était pas possible et que probablement il payait des gens pour le faire à sa place. Tout ça pour dire que la culture jeu vidéo, c'est tellement devenu un enjeu que même l'homme le plus riche du monde peut vouloir passer pour un énorme gamer, ce qui est inimaginable il y a 10-15 ans, et que c'est même devenu un enjeu politique, puisque c'est une façon de ramener les communautés de gamers vers des idées qui sont les siennes, qui sont liées du coup à l'Empire romain. Chez Musk, c'est une obsession depuis le début, de vouloir se faire passer pour quelqu'un d'edgy qui maîtrise tous les memes et les vannes d'Internet à la seconde, et notamment, cette histoire extrêmement pathétique sur Path of Exile 2, qui symbolise un petit peu tout ça. Et du coup, cette évolution de comment les médias, comment la culture légitime, dominante, etc., voient le jeu vidéo, vous l'avez vécu comment? Vous l'avez vu évoluer un petit peu dans le bon sens aussi? Disons qu'il y a plus c'est clair qu'il y a plus de sujets, enfin Speedon, d'année en année, il y a de plus en plus de médias tradis qui viennent vers nous, des médias poétisés, mais aussi des trucs très généralistes, des M6, des BFM viennent tourner des images, demandent à passer, etc. Donc oui, ensuite, c'est traité avec leurs mots, c'est pas toujours exhaustif ou très précis, mais ensuite, je dois avouer que moi, la télé, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas allumée, sauf pour la Coupe du Monde des fois. Donc je ne sais pas comment le jeu vidéo est traité de manière générale, si on en parle vraiment, à part pour parler business ou événements caritatifs. Donc difficile à dire pour moi. Ensuite, je pense que avec la rotation des générations, c'est amené à arriver, parce que maintenant, on prouve, d'ailleurs, c'est un phénomène chez les hommes et les femmes, que quasiment tout le monde joue, ne serait-ce que ne serait-ce que un Sudoku ou un 2048 sur téléphone, tout le monde joue, à un moment ou à un autre. Donc ouais, ça va faire partie de notre quotidien, et ça sera dramatisé. Mais en tout cas, dans les médias traditionnels, oui, c'est
On a l'impression qu'on a du mal à quitter nos anciennes générations. Ouais. Il y a encore du travail à faire pour être à jour sur beaucoup de sujets. Le jeu vidéo en fait partie. Ensuite, le jeu vidéo a ses problèmes, ses dramas aussi, et c'est une industrie un peu en crise. Donc voilà, il n'y a pas que des choses glamour à dire sur le jeu vidéo en réalité. Claire. Il y a d'ailleurs un appel à la grève dans le secteur du. C'est le 13 jeu vidéo. février. Le 13 février, j'allais Ubisoft, pas faire une bêtise, mais c'est ça. Notamment. Mais Ubisoft. partout. Ouais, partout aussi, ouais. Ouais. Ok. Mais Il y c'est a suite à des Dontnod moments qui est déjà bien avancé là-dedans, et enfin, force à tout le monde. Est-ce qu'il y a une rubrique jeux vidéo dans l'humanité? Alors, il n'y a pas une rubrique jeux vidéo, mais il y a Pierrick Maressal qui suit de très près tous les mouvements sociaux autour du jeu vidéo. On avait fait d'ailleurs un stream avec des représentants syndicaux d'Ubisoft à leur précédente grève. Donc oui, vous pouvez retrouver tout ça sur l'humanité. On arrive à la fin de cette interview. J'avais un truc, c'est pas grave. C'est vrai? Ouais, non, mais par rapport... En fait, t'as les mots de la conclusion, genre. Non, par rapport à la culture dominante, etc. En fait, t'as aussi des ponts qui se créent. Bon, dans le milieu du théâtre ou du cinéma, c'est regardé très bizarrement, le jeu vidéo et tout. Enfin, les mecs parlent encore de geek. Enfin, j'ai le directeur de casting, il m'a dit « Ah oui, tu fais ça toute la journée. » Je dis « Non, merci, au revoir. » Mais tu as des ponts qui se créent, notamment avec ce qu'on appelle des playformances. C'est un collectif de théâtre qui a décidé d'amener le jeu vidéo au théâtre, mais en mode dramaturgie. Donc, il y a des gens qui viennent jouer sur scène à un jeu vidéo. Ce n'est pas retransmis sur Twitch. Et ça, en disant des textes ou en venant faire un... Voilà, dire quelque chose, parler d'un propos qui est en rapport ou pas, en lien ou pas avec le jeu qui est en train de se faire. Donc, il y a des ponts qui se font, il y a des passionnés quand même du JV qui sont aussi dans ce milieu-là. J'ai essayé aussi à mon échelle, dans le deuxième court-métrage que j'ai réalisé, c'était un truc full ref, même si l'histoire n'est pas sur le jeu vidéo, j'en avais calé plein. Enfin, voilà, on essaye de légitimer, et en même temps, t'as des trucs genre Ready Player One, etc., où là, genre, tout le monde genre, ah ouais, extraordinaire, alors que bon, concentrez-vous 2 minutes et faites-le, enfin voilà, regardez des choses bien. Mais voilà. Balle perdue. Bah voilà, regardez des choses bien, je pense que c'est un beau mot de conclusion. Merci beaucoup Jarmou, merci beaucoup Mister MV. Ouais, on rappelle Speedon 27, 28, 29, 30 février. Il n'y a pas de 30 février. Il n'y a pas de 30 février. Ni 29 cette année. Donc c'est 26, 27, 28, 29, un truc comme ça. 27, 28. En tout cas, c'est 4 jours. 27, 28, premier 2. 1, 2. Voilà. Ah voilà, mais oui, d'accord, ok. Bref, allez voir Speedon. Vous pouvez encore acheter des places donc, pour le jeudi, le vendredi et le dimanche. Il n'y a plus de place pour le samedi. Allez regarder, faites des dons, tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de partir, est-ce qu'on vous avait prévenu qu'on allait vous demander une recommandation culturelle? Ah oui. Voilà. Vas-y, parce que moi, je vais y aller en rap goddess après, parce que j'ai trop de trucs à dire. Ah ouais, non, moi, à chaque fois, c'est une question qui m'angoisse. Donc, moi, je suis dans le timing parfait. Voilà, Sévrance, saison 2 est sortie. Allez. Nous avons attendu 3 ans et demi. Donc, voilà, si vous n'avez jamais vu Sévrance et chopé un accès Apple TV quelque part, démerdez-vous, procurez-vous ça. C'est extraordinaire. Et en plus, au-delà du fait qu'on retrouve un petit peu des intrigues et des tensions et de l'angoisse et de l'anticipation, un peu comme à l'époque de Lost, que j'aime beaucoup également, eh bien, il y a une certaine idée de l'entreprise et du salariat qui est très très rigolote aussi à analyser dans Sévrance. Regardez Sévrance, c'est formidable. Timing incroyable. La prochaine vidéo sur le YouTube de l'UMA de nos chroniques, c'est sur Sévrance. Ah, incroyable, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Jarmou. Trop bien. Ta petite reco. Alors, écoutez, étant donné qu'il y a tous les budgets de la culture qui sont en train de se couper, moi je vais vous inviter à aller au théâtre parce qu'il y a plein de trucs bien. Il y a Julie Duval qui joue un spectacle qui s'appelle L'odeur de la guerre à la Scala. C'est jusqu'au 18 mai. C'est une claque absolue. Et je dis pas ça uniquement parce qu'elle fait de la boxe, mais allez voir ce spectacle, c'est extraordinaire. Il y a Camille Giry qui fait un seul en scène qui s'appelle Ça va bien se passer. Allez-y avec votre tonton relou ou avec votre pote qui dit ouais mais quand même pas tous les mecs. Je vous jure, c'est très très important. C'est à la Nouvelle Scène et en tournée dans toute la France. Pour les Liégeois, en Belgique, il y a une pièce qui s'appelle Good Sex jusqu'au 7 février au Théâtre de Liège. Par pitié, allez-y, ça parle d'une coordinatrice d'intimité. Comment est-ce qu'on fait l'amour au cinéma, au théâtre, etc. Et puis évidemment, ça parle de relationnel, mais non, c'est aussi, on parle de MeToo tout à l'heure, hein, mais c'est aussi un sujet... Ah, les petits post-it. Non, mais attends, en plus, j'ai pris mes petits trucs Mario et tout, j'ai bien fait, tu vois. C'est même plus des notes, quoi. J'ai fait mes fiches. Ah, c'est ce truc de speedrunner. Non, mais ouais, voilà. Et il y a aussi une autre pièce qui s'appelle L'amour, c'est aussi pour les garçons, qui sera demain et après-demain à la Halle Pajol. Et il y a Irrésistible le 13 et 14 février au Petit Manoir à Asnières. Voilà. Eh ben super. Merci beaucoup Jarmou pour toutes ces recos. Binge. Très vite, parce qu'en plus c'était pas nouveau, mais j'ai acheté enfin un recueil de ça. Le Château des Étoiles, je sais pas où je dois montrer, de Alex Alice. J'en sais rien. Qui est une BD que j'aime beaucoup. Devant toi. Qui est très très belle. Hop là, devant moi, comme en ça. face de toi. Je pense voilà. entre Jarmou et MV.
C'est très très joli et surtout il fait un truc que j'aime beaucoup et que je défends énormément, c'est-à-dire qu'ils font une uchronie à la fin du 19e siècle, donc en reprenant et aussi des personnages réels, mais aussi des pensées réelles de l'époque. Notamment, ils partent d'une théorie scientifique de l'époque, comme quoi il y avait une énergie qui s'appelle l'éther, qui a vraiment été un truc qui a été pensé par les scientifiques de l'époque. Sauf qu'ils partent du principe que c'est vrai, parce que maintenant on sait que c'est pas comme ça que ça marche. Et ils font tout un truc fantastique de science-fiction, c'est du rétrofuturisme. Pour le coup, c'est un peu comme le rétro gaming, mais c'est vraiment, ils reprennent un peu la science-fiction de l'époque, mais en le situant dans un contexte historique et politique européen. Et moi, j'adore les gens qui font ça. Je trouve ça vraiment excellent. Et en plus, c'est hyper beau. Ils ont fait 12 000 séries dérivées, etc. C'est très très bien. Ah bah parfait. Super. Et on va se terminer avec Marocco. Alors en plus, j'ai perdu mes notes, donc ça va être un peu en freestyle. C'est un roman de Thomas Géa qui s'appelle Alone. C'est un roman post-apo. On suit Pépé, donc il y a un Alone qui parcourt les routes, mais les routes françaises. C'est pour ça que je voulais faire un détour là-dessus. C'est assez rare les romans de SF fantasy qui se passent en France. Et donc là, on explore Rennes, Nantes, Sète, complètement en ruine avec des mutants et tout. Et je trouve ça toujours assez stylé d'imaginer les endroits qu'on connaît un peu détruits. Donc voilà, c'est Alone, c'est l'intégrale. Je crois qu'il y a les 2 tomes avec plusieurs nouvelles à l'intérieur. Voilà. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Jarmo. Allez acheter des places Speedon. Merci beaucoup Benjamin merci à toi, de la chaîne Bolché Geek d'avoir animé avec moi cette séquence. Je vous invite à quitter le plateau. Il y a Mejda qui va... Pourquoi tu me dis coucou? Oui, il y a Mejda qui va venir pour nous pour nous dire au revoir. Oui, bien sûr, j'avais pas oublié Alien, bien sûr que non. Voilà. Ah oui, mince. Ah bah oui. Voilà, évidemment. Les boîtiers qu'on a cachés. Casse matériel.